Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Eva Santé. C'est un plaisir de vous savoir très nombreux et fidèles à cette émission. Il y a beaucoup de patients qui présentent des maladies de l'anus et du rectum. Et il y a beaucoup de confusion, cependant, dans l'interprétation de ces maladies. Aujourd'hui donc, nous avons choisi de vous parler des cancers anorectaux avec notre spécialiste. Il s'agit du professeur Sadi. Le professeur Sadi est consultant de cette émission Eva Santé. Il est professeur des universités de France. Il est diplômé de Paris. Le professeur Sadi est spécialiste en chirurgie et cancérologie. Il est le chef de service et enseignant à la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et enfin, le professeur Sadi est membre de plusieurs associations marocaines, européennes et internationales de chirurgie et de cancérologie. Professeur, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, je suis très heureux de me retrouver avec vous. D'accord. Alors, je parlais qu'il y a des confusions autour des maladies de l'anus et du rectum. Alors, à l'endroit de nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez faire le point sur ces maladies? C'est avec plaisir que je vais le faire, d'autant plus que ça correspond à un des gros problèmes que nous avons dans la pratique. Vous avez utilisé un terme qui est juste à sa place. Il y a une confusion totale pour les malades entre certaines maladies de l'anus et du rectum. Malheureusement, parmi ces maladies, il y en a qui ne sont pas graves, mais il y en a qui sont très graves. Oui. Et quand on prend un cancer pour des hémorroïdes ou pour une fissure, c'est assez quand même important comme comportement. C'est pour ça que je trouve que le choix est extrêmement opportun et c'est une très bonne chose de parler de cette pathologie. En pratique, d'abord, vous avez parlé de cancer ou de pathologie de maladie, oui, du rectum et de l'anus. Oui. Il faut que nos téléspectateurs sachent ce que c'est que l'anus, ce que c'est que le rectum. Oui. Je ne ferai pas un cours médical, mais tout le monde sait que l'être humain mange par la bouche. Ces aliments qui sont ingérés vont subir un circuit, c'est-à-dire à partir de la bouche, ils vont passer dans un tuyau qu'on appelle l'œsophage, qui traverse le thorax. À partir de là, ils vont rentrer dans l'estomac, qui est une poche. Cet estomac a une fonction importante parce qu'il va permettre de malaxer, d'écraser les aliments solides pour les rendre en bouillie grâce à la sécrétion d'acide et d'un certain nombre de liquides. Ces aliments qui sont broyés et transformés en bouillie vont rentrer dans un circuit intestinal qu'on appelle le duodénum et le petit intestin ou l'intestin grêle, qui fait à peu près 7 mètres, 6 à 7 mètres. Et cet intestin grêle ou ce petit intestin va se vider dans le gros intestin qu'on appelle le côlon. Oui. Le côlon qui est un peu plus gros que l'intestin. Et une fois que le côlon est traversé par ces aliments, ils vont être évacués. Ce qui est positif, utile pour l'organisme, va être récupéré pendant la phase intestinale, c'est-à-dire la traversée de l'intestin. Ce qui est bon pour le corps humain va être récupéré et aller dans le foie pour être transformé en vitamines ou autres pour être utilisé par le corps. Et ce qui n'est pas bon pour le corps humain va être éliminé par les urines et par les matières fécales. Or, les matières fécales, une fois qu'elles sont prêtes dans le côlon, dans le gros intestin, ces matières fécales vont s'accumuler dans une poche
qui est la partie la plus terminale du tube digestif. Oui. C'est cette poche qu'on appelle le rectum. Et l'orifice de sortie, c'est-à-dire le trou qu'on a derrière en bas, Oui. c'est ça qu'on appelle l'anus. Voilà ce que c'est donc ce qu'on appelle le tube digestif de l'être humain. Et il est important de savoir que des maladies peuvent atteindre tous les segments de ce tube digestif. Oui. Et aujourd'hui, vous avez choisi de parler, et qu'on parle de cancer du rectum et de l'anus. Donc nous allons nous concentrer sur l'anus et sur le rectum. D'accord. Vous venez de faire un rappel anatomique des portions du tube digestif. Puisque nous parlons des cancers anorectaux, quel est le degré de gravité et leur fréquence dans notre milieu? Le cancer du rectum se rencontre dans tous les pays du monde. Quand je dis cancer du rectum, je veux dire cancer de la poche rectale, oui. Et en même temps de l'anus. Oui. Mais il faut préciser que ce cancer, il est moins fréquent en Afrique en général que dans les pays occidentaux, dans les pays anglo-saxons ou dans les pays européens. Oui. Donc ça, c'est un fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de cancer, on en a, mais c'est un peu moins fréquent que dans les autres pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger parce que ce cancer, le grand danger dans notre public, c'est le grand danger, c'est que vous allez voir tout à l'heure quand on va parler des signes de l'expression de ce cancer de l'anus ou du rectum, ça peut être n'importe quelle maladie et on a tendance à dire, quand on perd du sang par exemple par en bas, on a tendance à dire on a des hémorroïdes. D'accord. Alors que ce ne sont pas des hémorroïdes. D'accord. Alors, nous allons plutôt axer notre intervention sur ces cancers de l'anus, parce qu'il y a beaucoup de confusion qui tourne autour de ces manifestations des cancers de l'anus. Pourquoi devons-nous axer notre intervention sur cet élément-là, sur les cancers de Bien, je l'ai effleuré tout à l'heure. L'anus, c'est la porte de sortie du tube digestif. Il y a beaucoup de maladies qu'on peut rencontrer dans cette zone-là. Je vais les citer. D'accord. Les gens peuvent avoir des hémorroïdes. Les hémorroïdes, c'est quoi? C'est les veines de l'anus qui vont se dilater. Les veines, c'est des tuyaux où le sang circule, Oui. qui vont se dilater, qui vont grossir. Et quand ça grossit, eh bien, ça trouble la circulation, ça donne des petits enflements en bas, et ces enflements vont éclater un jour et donner du sang. Oui. Ça, c'est les hémorroïdes. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des fissures anales. Les fissures de l'anus, c'est quoi? Vous avez, à cause de l'alimentation, en Afrique, dans les pays arabes, dans les pays du tiers-monde, nous mangeons beaucoup d'épices, beaucoup d'alimentation épicée et beaucoup de féculents. Alors, cette alimentation épicée, plus beaucoup de féculents, vont entraîner une maladie du gros intestin, une irritation du gros intestin. Or, le gros intestin, je rappelle, sa partie terminale, c'est le rectum Oui. et l'anus. Donc, il va y avoir une inflammation de tout ce segment. Quand il y a une inflammation, les gens qui ont ce problème vont avoir une constipation. C'est connu et c'est très fréquent en Afrique, et particulièrement si vous prenez en Guinée, il y a beaucoup de gens qui sont constipés à cause de l'alimentation. Ce malade qui est constipé, au lieu d'aller tous les jours au cabinet, parce que l'organisme est fait pour manger tous les jours, et au bout de 24 heures, maximum, il faut éliminer ce qu'on a mangé. Oui. Or, celui qui ne va pas aux toilettes toutes les 24 heures va avoir une constipation chronique. Le jour où il va à la selle, les matières fécales sont très dures comme de la pierre. Il va forcer pour éliminer
Et quand il force pour éliminer, les matières fécales qui d'habitude sont liquides, qui sortent toutes seules, vont sortir très difficilement, c'est comme un bouchon. Ça va dilater l'anus et ça va fissurer, c'est-à-dire déchirer la muqueuse, c'est-à-dire la partie, le tissu de l'anus. Et ça, c'est extrêmement douloureux et ça saigne, comme le cancer de l'anus qui est douloureux et qui saigne. Donc voilà, deux maladies. Vous avez les hémorroïdes, vous avez les fissures anales, vous avez les polypes, vous avez beaucoup d'autres maladies qui peuvent ressembler à un cancer. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a une confusion, les gens mélangent n'importe quoi. Alors, puisque vous venez de parler de certaines maladies, nous allons parler à présent du cancer de l'anus. Qu'est-ce que le cancer de l'anus et comment évolue-t-il? Bien, le cancer de l'anus, comme le nom l'indique, c'est un cancer qui se développe au niveau de la partie terminale du tube digestif. Alors, ça peut commencer, les signes d'appel, ce qu'on appelle les signes de suspicion qui font soupçonner une maladie, c'est quoi? Le premier signe qui est courant, ce sont des hémorragies. Oui. Le malade perd du sang. En général, c'est du sang rouge, qu'il ne faut pas confondre avec les hémorragies qui viennent de la partie haute du tube digestif. Parce que vous pouvez avoir une hémorragie de l'œsophage et de l'estomac. Ce sang qui est rouge, pour arriver à l'anus, en traversant le tube digestif, il devient noir. On appelle ça les mélénas, ça n'a pas d'importance. Oui. L'anus et le rectum, c'est du sang rouge. Donc un malade qui saigne, ce n'est pas normal. Deuxièmement, c'est la douleur. Le deuxième signe, c'est que ce monsieur ou cette dame, quand elle va à la selle, elle a toujours mal. Elle n'a pas mal spontanément dans la vie de tous les jours, mais quand elle va à la selle, elle va avoir très mal. Troisièmement, il peut y avoir des petits troubles du transit, c'est-à-dire le rythme d'élimination des matières fécales. Au lieu d'aller aux toilettes tous les jours, alors des fois ce malade va mettre 2 jours ou 3 jours pour aller aux toilettes, et des fois il va aller aux toilettes tous les jours, oui. Et il a même la diarrhée à cause de l'irritation. On appelle ça une alternance, c'est-à-dire une succession de troubles entre la constipation et la diarrhée. Il y a un autre signe qui est fondamental. En termes médicaux, on appelle ça les épreintes et les ténèbres. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des malades qui, pendant leur travail ou pendant leur sommeil ou assis, ont une impression de vouloir aller à la selle très rapidement. Ils vont aux toilettes, ils ne font rien. C'est un besoin d'évacuer, mais quand ils vont, ils n'évacuent rien du tout. Hein, ils ont des douleurs et ils ont une impression de vouloir aller à la selle, mais ça ne donne rien du tout. Voilà ce qu'on appelle les signes d'appel. Quelqu'un qui a des troubles du transit, surtout quand il y a quelqu'un qui est constipé chronique tout le temps, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui a une alternance, c'est-à-dire tantôt constipation, tantôt la diarrhée, c'est pas normal. Il faut aller voir le médecin. Quelqu'un qui saigne, il faut aller voir le médecin. Quelqu'un qui a cette impression de vouloir aller à la selle, mais il va à la selle, ça ne donne rien, c'est pas normal, il faut aller voir le médecin. Et enfin, dernier élément, quand c'est l'anus, parce que le rectum c'est une poche qui est intérieure, le malade ne le sent pas. Mais l'anus, le malade, il se lave toujours, le malade ou la malade. Donc il sent qu'il y a une petite boule. Alors cette petite boule, elle peut être de 1 cm, elle peut être de 2 cm, elle peut être de 3 cm, elle va grossir et en fin de compte, ça va donner une véritable tumeur. Il ne faut pas attendre d'avoir la grosse tumeur. Dès qu'on sent une petite anomalie, il vaut mieux aller voir le médecin. D'accord. Vous venez de parler donc des signes d'appel, des signes qui peuvent orienter le patient à aller voir un médecin. Alors, quels sont les moyens dont dispose un médecin
pour pouvoir reconnaître un cancer de l'anus? Alors, pour un médecin, c'est très facile. Et je vous félicite. Encore une fois, je l'ai toujours fait, je le répète. Ces émissions médicales d'évasion sont vraiment une action civique d'une importance capitale parce que vous touchez les points sensibles de la population, des maladies de la population, et c'est une action de prévention qui vaut, croyez-moi, de l'or ou de l'argent si on veut faire les sensibilisations au niveau du ministère de la Santé. D'accord. Alors, le médecin, c'est facile pour lui. Il faut qu'il examine son malade. D'accord. Et là, il y a un problème capital. Examiner un malade qui a un cancer de l'anus et du rectum, ça veut dire qu'il faut le déshabiller, comme pour tous les malades. Mais les malades ont tendance à être gênés à se déshabiller, surtout les hommes. Les femmes ont l'habitude, quand il y a une maladie des organes génitaux ou du rectum, quand on leur dit on va vous examiner, elles ont l'habitude des examens gynécologiques, il y a beaucoup moins de problèmes. Mais un homme qui vient vous dire j'ai un problème dans l'anus et le rectum, vous allez lui dire déshabillez-vous et vous allez lui dire mettez-vous en position, je vais vous examiner, ça veut dire je vais vous mettre le doigt dans le rectum, je vais rentrer par l'anus dans le rectum, c'est pas toujours facile. Donc il y a ici le rôle du médecin, je m'adresse aux collègues, particulièrement les jeunes, parce que les anciens ont l'habitude, ils sont expérimentés. Les jeunes se laissent facilement influencer par les malades. Il n'y a pas de demi-mesure en médecine. Donc, il faut que ce malade se déshabille. On regarde la région de l'anus. On voit s'il y a une déformation, s'il y a une boule, s'il y a un chou-fleur, s'il y a quelque chose d'anormal. C'est l'œil qui vous permet de dire il y a quelque chose. On met les gants, on met le doigt dans l'anus pour permettre d'étudier la souplesse ou la rigidité de l'anus. On voit parce que le doigt fait à peu près 7-8 cm, oui. On voit jusqu'à l'intérieur dans le rectum, dans la partie basse du rectum, on étudie la souplesse de la paroi, on voit s'il y a une boule, s'il y a un polype, s'il y a quelque chose. Ça, c'est la première phase, c'est l'examen clinique. Oui. Une fois qu'on a constaté quelque chose, il y a un deuxième examen qu'on fait, qui est facile, c'est ce qu'on appelle la rectoscopie. Il y a un tube qui est relié à un système de caméra. On rentre dans le canal anal, dans l'anus, et ça nous permet de monter jusqu'à 15 ou 20 ou 22 cm pour étudier uniquement l'anus et le rectum. Quelquefois, ce malade qui a un cancer de l'anus et du rectum peut avoir autre chose dans les autres parties du côlon. Alors, le rectoscope dont j'ai parlé, cet appareil qui ne mesure que 20 cm ou 25 cm, ne suffit pas. On fait ce qu'on appelle une colonoscopie, c'est-à-dire c'est un tube qui est souple, qui ne fait pas mal du tout, oui. Qu'on rentre dans l'anus. Il y a une caméra et c'est branché sur une télévision. On rentre le tube pour suivre tout le côlon à partir de l'anus, le rectum, le côlon gauche, le côlon transverse, le côlon droit, et on va étudier tout le côlon pour savoir s'il n'y a pas un autre cancer ou pour savoir s'il n'y a pas une autre lésion. En général, c'est des polypes qui peuvent plus tard devenir cancéreuses. C'est la colonoscopie. Voilà donc l'examen médical, c'est-à-dire clinique, avec nécessité absolue de mettre le doigt dans le derrière l'anus et le rectum du malade. Deuxièmement, rectoscopie. Troisièmement, colonoscopie. Ça, c'est pour faire le diagnostic. Et ça permet, si on a une lésion qui est douteuse, d'enlever un petit morceau,
2 petits morceaux, 3 petits morceaux, on va jusqu'à 6 ou 7, et de les faire analyser au laboratoire pour nous confirmer si c'est un cancer ou si c'est autre chose qu'un cancer. D'accord. Vous pouvez me dire, est-ce que tous les hôpitaux ont la colonoscopie? Je vous dirais non. Malheureusement, à part la capitale, Conakry, et même à Conakry, tout le monde n'a pas la colonoscopie. Comment faire? Alors en général, on fait ce qu'on appelle un examen radiographique, qu'on appelle un lavement baryté, Oui. avec préparation. Ça veut dire quoi? On va donner un produit à base d'eau et de sel pour vider complètement le gros intestin. Ensuite, on va lui injecter un produit pour montrer la carte du côlon, c'est-à-dire le schéma du côlon, et on peut voir sur ces radios des images qui peuvent dire ici il y a une tumeur, mais il ne peut pas vous dire c'est un cancer. Il faut enlever un morceau pour l'analyser. Autrement dit, il y a aujourd'hui les moyens de diagnostic, mais le plus important, c'est d'arriver au bon moment. D'accord. Alors, et pour arriver au bon moment, pour voir le médecin, il faut savoir que le toucher rectal n'est pas négociable. Il fait partie absolument des examens qu'il faut faire pour pouvoir arriver à confirmer, disons, à travers tous les examens dont vous avez parlé, à confirmer ce cancer de l'anus. Tout à fait. D'accord. Alors, aimables téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Eva Santé. Nous parlons des maladies de l'anus et du rectum, puisqu'il y a une grande confusion dans l'interprétation de ces maladies-là. Nous sommes bien évidemment avec le professeur Fadi, qui est consultant de cette émission. Il est chirurgien et cancérologue. Alors, professeur, dans l'esprit des citoyens, dans la mentalité collective, on dit souvent que le cancer est grave. Qu'en est-il du cas du cancer de l'anus? Ça, c'est une excellente question. Et on se bat depuis des années pour changer justement la mentalité des malades. C'est vrai qu'il y a quelques années, on considérait que tous les cancers étaient pratiquement une condamnation. Or, aujourd'hui, je vous dis, il y a eu beaucoup de progrès dans le diagnostic, il y a eu beaucoup de progrès dans le traitement, et on arrive vraiment à guérir des cancers. Mais là aussi, j'insiste, l'élément fondamental, c'est le diagnostic précoce. C'est-à-dire si le malade, au moindre signe d'appel, au moindre signe de suspicion, va voir son médecin, et que le médecin fait le diagnostic très tôt, il y a les moyens de le traiter et de le guérir. D'accord. Mais si le malade, comme malheureusement ça se passe, il a honte d'aller voir un médecin parce qu'il ne veut pas se déshabiller. Il demande l'avis d'un confrère, d'un voisin qui lui dit « Ah, j'ai la même chose, c'est des hémorroïdes ». Il va aller voir quelqu'un qui va lui donner un guérisseur, des plantes ou du plâtre ou de ceci ou de cela. Et qu'il vient nous voir un an après, évidemment, c'est trop tard. Autrement dit, comme pour tous les cancers, toutes les émissions auxquelles j'ai participé avec vous, le message est le même: diagnostic précoce, traitement efficace et bonne évolution, c'est-à-dire pronostic favorable. D'accord. Diagnostic tardif, mauvaise évolution et évidemment pronostic mauvais. Alors, vous parlez de diagnostic précoce, traitement efficace. Est-ce qu'il y a un traitement efficace pour ces cancers de l'anus? Mais bien sûr qu'il y a un traitement efficace. Vous avez d'abord la chirurgie. La chirurgie, c'est 80% du traitement. C'est 80% du traitement. On enlève la tumeur. Alors, la chirurgie a fait un progrès considérable. Je dois vous le dire. Parce qu'il y a quelques années, il y a 15 ans de cela, 20 ans de cela, un malade ou quelqu'un qui avait un cancer du rectum ou de l'anus, il était voué à une grande opération qui consistait à enlever carrément tout le rectum et tout l'anus. Et on finissait l'intervention par ce
qu'on appelle une colostomie, c'est-à-dire une bouche, on ouvrait l'intestin au niveau de la paroi abdominale. Autrement dit, ce malade ne pouvait plus faire des matières fécales en bas, il faisait des matières fécales par là. On était obligé de lui mettre une poche et des ceintures. Ça, c'était il y a quelques années. Mais avec les progrès, et surtout avec la sensibilisation, le dépistage précoce, la prévention, les malades viennent de plus en plus tôt. On arrive aujourd'hui à conserver le sphincter anal pour les cancers du rectum. On arrive à enlever une partie, la partie malade du rectum, et à rétablir le circuit tout à fait normalement, et le malade fait les selles tout à fait normalement. Oui. Quand c'est un cancer de l'anus, c'est-à-dire carrément au niveau du trou, là, il y a aussi des nouvelles procédures actuellement. Il y a la radiothérapie, on enlève juste la tumeur et on complète par les rayons et on arrive là aussi à avoir de bons résultats. Mais, encore une fois, tout dépend de la précocité du diagnostic. Alors, il y a aujourd'hui un traitement et avec un pronostic qui est bon. D'accord. Est-ce que tout cela est possible chez nous, parce que c'est la question que les téléspectateurs peuvent se poser? Mais évidemment, les Guinéens ne sont pas plus bêtes ou plus je ne sais pas, que les autres. C'est juste l'essentiel, c'est la prise de conscience. Oui. Alors, chez nous, il y a la responsabilité de tout le monde. La situation actuelle en matière de cancer et pour toutes les autres maladies, nous avons une petite faille dans la sensibilisation et l'information, et le malade n'est pas informé, comme je vous ai dit, le voisinage, les amis, et ce qui fait que quand il vient voir le malade, c'est tard. Mais depuis quelques années, il faut reconnaître que les nouvelles promotions de médecins, que des ONG se sont attachées à des campagnes de sensibilisation. Ce n'est pas encore gagné à 100%, oui, mais il y a des progrès. Il y a des campagnes médicales qui se font maintenant, il y a des missions médicales, mais évidemment, ça ne suffit pas. Pour vous dire qu'aujourd'hui, en Guinée, on peut avoir les moyens de diminuer l'incidence, c'est-à-dire la fréquence de ces maladies. On peut avoir la chance d'appeler les malades à venir consulter pour le moindre petit bobo, comme on dit, donc faire le diagnostic tôt. oui. On n'a pas les moyens de faire comme les pays étrangers qui, eux, pour la prévention, pour le dépistage précoce, qu'on appelle dépistage précoce, ils vont dans un village, ils s'assoient, il y a un camion avec des colonoscopes, l'appareil dont j'ai parlé tout à l'heure, pardon, ils prennent 100%, 100 personnes de la population, ils vont leur faire l'examen systématique, même s'ils ne se plaignent de rien. Ils vont détecter un petit bouton, un petit polype, ils vont l'enlever avant qu'il ne devienne un cancer. C'est ce qu'on appelle le dépistage, la découverte précoce. Mais honnêtement, même l'OMS est intervenue, les chiffres ont montré que ces campagnes de dépistage de masse par examen compliqué, coloscopie, radio, coûtent excessivement cher pour un résultat un petit peu limité. Le meilleur moyen, c'est sensibiliser, faire prendre conscience à la population par les médias comme vous, et je vous félicite, les radios, les télévisions, les bonnes volontés. Vous avez beaucoup de jeunes médecins. Nous avons institué à l'université depuis quelques années, chaque promotion qui a fini ses études fait ce qu'on appelle une mission médicale à l'intérieur du pays. On change pour faire des consultations de masse. On voit 300, 400 malades le même jour et on détecte les maladies, dont le cancer, et on les oriente vers l'hôpital pour la prise en charge. Donc aujourd'hui, en Guinée, on peut avoir les moyens d'améliorer la situation. Mais de couvrir à 100%, il faut encore beaucoup
moyens. Le ministère de la Santé, malheureusement, a un budget limité et le souhait, c'est qu'il y ait beaucoup de budget pour ça. Mais encore une fois, l'État ne peut pas tout faire, il faut être réaliste. D'accord. Il faut qu'on encourage. Dans les autres pays, ça se fait. Il y a des ONG, il y a des entreprises citoyennes. Oui. Nous avons dans des pays où on dit aux entreprises citoyennes, aidez la santé, donnez des dons et on vous aide en défiscalisant, c'est-à-dire on va diminuer un petit peu les impôts au lieu de les donner au trésor, vous allez les donner directement à vos malades, à nos malades. D'accord. Nous pensons que le message est tombé dans de bonnes oreilles. Nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Vous avez dit que le pronostic était bon. Nous allons voir donc quel est le pronostic de ce cancer. J'ai dit le pronostic peut être bon. Ok, peut être bon. Tous les mots sont importants. Voilà, chaque mot a son importance. D'accord. J'ai dit le message terminal, comme je l'ai fait pour toutes les émissions, chacun a son métier. Il ne faut pas faire le médecin quand on n'est pas médecin. D'accord. Il ne faut surtout pas écouter le voisin, la famille ou autre. Parce que votre santé, vous êtes seul responsable de votre santé. D'accord. Quand il y a les signes d'appel, ce qu'on appelle la médecine des signes d'appel, c'est-à-dire, en termes courants, un signe anormal, suspect, il faut aller voir un médecin. C'est le médecin qui va vous examiner, qui va vous dire c'est rien, je vous donne un petit traitement, ça va passer. Ou alors ce médecin va vous dire attention, il y a peut-être autre chose, on va faire des examens, il va arriver au diagnostic, et après il va vous dire je vais vous envoyer chez les spécialistes, chirurgiens ou cancérologues qui vont vous prendre en charge. D'accord. Le message terminal, c'est celui-là. Un malade ne doit pas saigner par en bas. S'il saigne, il ne faut pas attendre 3 mois. Il faut aller voir le médecin. Un malade qui sent une boule en bas, il faut aller voir le médecin. Un malade qui sent une diarrhée de 2 jours, 3 jours qui passe, c'est pas grave. Mais quand la diarrhée varie avec la constipation, ça c'est pas normal. Il faut aller voir le médecin. Et quand un malade a des douleurs et qu'il prend un traitement classique contre la douleur et que ça ne passe pas au bout de 48 heures, il faut aller voir le médecin. Voilà un petit peu le message terminal. D'accord. Et avec ça, on peut améliorer vraiment la prise en charge de ces malades. D'accord. Il faut aller voir les médecins, mais quels médecins aussi? Les bons médecins, ceux qui sont capables de diagnostiquer et de mettre en route un traitement ou de référer vers un spécialiste. C'est donc sur ces mots, si vous avez un dernier mot à dire. Oui, j'allais dire, vous avez dit bon médecin. On ne va pas commenter. D'accord. En tout cas, moi, je ne me permettrai pas de commenter bon médecin ou mauvais médecin, parce que dans tous les pays du monde, il y a des bons médecins et des mauvais médecins. Mais en fait, je ne parlerai pas de bons médecins et de mauvais médecins. Je parlerai, et ça pose un problème chez nous, c'est important, vous faites bien d'en parler, il faut voir le médecin qui a de l'expérience. Voilà la seule différence. Nous avons des bons médecins qui sont bien formés, je le reconnais, nous participons à leur formation. S'ils sont mauvais, on peut dire qu'on est aussi responsable. Mais c'est qu'il y a une différence entre un médecin qui est très jeune, débutant, et un médecin qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience. C'est la seule différence qu'il peut y avoir entre eux. Moi, je dirais qu'il faut qu'il ait avoir un médecin. C'est ce médecin qui, en toute âme et conscience, doit juger s'il est apte à le prendre en charge correctement, il le fait. S'il sent que ça le dépasse, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais du tout. Si ça le dépasse, qu'il ait l'honnêteté de dire je vous envoie chez un confrère, ainsi de suite. D'accord. Merci au professeur Sadi pour tous ces éclairages concernant les cancers anorectaux. C'était vraiment un plaisir de vous avoir comme chaque fois quand vous venez sur des sujets de santé. Je vous remercie. Et encore une fois, bravo et bravo pour Eva Santé, parce que je suis très sensible à ces actions de civisme. Avoir une réputation de médias, c'est parfait,
mais il faut donner. Hein, et il ne faut pas toujours donner en attendant un retour matériel. Vous faites du social, c'est une excellente chose et je vous encourage à continuer. Pour ma part, je suis entièrement à votre disposition. Alors, c'est sur ces notes d'encouragement du professeur Sadi, consultant de cette émission Eva Santé, que nous refermons portes et fenêtres de votre émission Eva Santé. Et à la prochaine pour d'autres sujets de santé.